Sans plus attendre, nous avons le plaisir d'accueillir Quentin Mathéus, qui est un des visages du Low-Tech Lab, basé à Concarneau. Donc depuis 6 ans, il a occupé différents rôles. Il a notamment assuré la coordination des fameuses enquêtes du Low-Tech Lab. Et il était notamment venu nous voir pour tester le format dès le début des enquêtes. Donc à Apala, à Nantes, il y a 1 an et demi, 2 ans. Bon, 3 ans. On va dire que ça passe vite. Donc aujourd'hui, il expérimente la démarche low-tech pour comprendre ce qui permet à des porteurs de projets engagés de démocratiser des solutions et des pratiques utiles, sobres, appropriables et conviviales. Il vient de publier avec Gauthier Roussil le livre Perspective low-tech, où il est notamment question de nos besoins dans un monde contraint. C'est donc en écho direct à son expérimentation que Quentin Mathéus va nous exposer ses observations et réflexions lors de sa conférence « Augmenter l'autonomie territoriale par la démarche low-tech ». Merci encore d'être venu, bon festival et on se recroise dans les couloirs. Donc on a pris un peu d'avance. Alors déjà, moi j'aime bien parler, donc ça tombe bien. Merci Jonathan. Et non, ce que de toute façon j'avais en tête, c'était de... Moi normalement j'avais 1 heure à partir de 10 heures, et c'était de garder un maximum, enfin un bon temps de discussion. Je crois que c'était bien possible, on pourra faire circuler un micro, échanger, etc. Et donc avant ça, effectivement, l'idée, quand on en a discuté avec Apala et en particulier avec Jonathan, c'était, disons, vous partager un peu l'état actuel de nos réflexions sur le sujet, low-tech, qui nous occupe au Low-Tech Lab depuis un petit moment, et voir comment ça peut nourrir la dynamique ici nantaise qu'on voit bouillonnante, et on est ravis de ça. Donc, pour démarrer, moi je voulais vraiment remercier Apala, Jonathan, Clément, toute l'équipe qui a déjà été remerciée, mais on a monté l'année dernière à Concarneau un festival low-tech, et je pense qu'on est plusieurs à avoir eu besoin de prendre une très longue pause après, tellement on s'était cramé à l'exercice. Donc voilà, rien que pour la motivation et le sérieux, la qualité de ce qu'ils ont organisé, bravo, et merci pour l'honneur d'inaugurer un peu avec eux ces 4 jours. Ensuite, un peu comme ça a été aussi dit par Jonathan tout à l'heure, il commence à y avoir de plus en plus de gens qui s'intéressent au sujet low-tech, de plus en plus qui s'approprient aussi le terme, et c'est tout l'objectif, comme ça a été aussi répété, Tristan et Francky, merci. Et donc voilà, on voit aussi de plus en plus je dirais pas de courants, mais d'interprétations, voilà, des nuances en tout cas, qui sont fécondes, je pense, parce que c'est justement en cultivant un peu un esprit critique permanent sur ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire depuis longtemps au Low-Tech Lab, que je pense on gardera entre guillemets une qualité dans ce qu'on fait, et c'est bien l'objectif. Donc moi je voulais juste dire un petit mot. Le festival fait déjà un peu polémique dans son positionnement dans le monde de la low-tech. Il y a déjà voilà, un certain nombre d'articles qui sortent sur tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette entre guillemets mélange des genres ou ouverture du sujet à d'autres sujets, et c'est des réflexions qui nous intéressent beaucoup au Low-Tech Lab, et voilà, et qu'on rejoint en partie, dont on se distingue un petit peu, et je pense que c'est une controverse qui fera du bien. Donc voilà, on va voir pendant ces 4 jours ce qui va se passer. On a hâte de suivre un peu tout ça. Une fois ça dit, Jonathan m'a un peu introduit, mais effectivement, ça va faire un petit paquet d'années donc moi personnellement, je travaille au Low-Tech Lab. Le Low-Tech Lab, je pense que tout le monde voit à peu près, mais je vais en redire 2-3 mots juste au cas où. On peut faire un petit test peut-être. Qui a déjà entendu parler du Low-Tech Lab à main levée? Ok.
ou qui n'a jamais entendu parler du Low-Tech Lab, peut-être plus. Ah, voilà. Ok, non, bah, très bien, merci. Donc le Low-Tech Lab, c'est une association d'intérêt général de loi 1901 qui a 10 ans cette année, qui a existé un petit peu avant 2013, mais voilà, en fait, les 10 ans cette année, donc on est content. Et qui, depuis le tout début, cherche à, en gros, vraiment la mission qu'elle s'est donnée, c'est permettre, donner l'envie, en fait, et les moyens de vivre plus en harmonie avec notre milieu. C'est une façon un peu jolie de le dire. Et ça parle pas encore de low-tech, mais c'était bien ça la philosophie, entre guillemets. Et en fait, c'est intéressant entre guillemets, à décomposer. Donner l'envie, c'est peut-être la spécificité du Low-Tech Lab, c'est qu'on a beaucoup été dans le récit, la communication, les projets un peu phares, emblématiques, qui permettaient non seulement de faire parler de cette façon, ce rapport alternatif à la technique, on va dire, ce rapport un peu critique à l'innovation, à la technologie, etc. Mais le faire sous le ton non seulement du positif, vraiment ça a été une valeur forte au Low-Tech Lab depuis tout ce temps, mais aussi avec voilà, les codes entre guillemets de, je sais pas comment dire, du récit qui embarque, qui fait rêver, qui ouvre les espoirs, etc. Et qui du coup fait le buzz. Enfin, ça a été aussi un peu le but pendant longtemps. Voilà, qui est une approche un peu différente de, par exemple, un livre comme celui de Philippe Biwix qui a été cité, qui pour autant lui a donné beaucoup de visibilité. Hein, ça marche, c'est pas forcément incompatible, mais voilà. Donc ça, c'était pour donner envie, donner les moyens. C'est aussi le cœur de la mission du Low-Tech Lab, c'est en fait documenter de façon libre et diffuser gratuitement des outils, de la documentation technique, des plans, des tutoriels, des récits d'initiatives qui vraiment outillent en fait tout un tas de publics pour, entre guillemets, voilà, soi-même passer à l'action, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective de son organisation, de son territoire. J'en parlerai un petit peu après. Et le dernier point de cette phrase, là, donner l'envie et les moyens à chacun de vivre mieux en harmonie avec son milieu. Donc, vivre en harmonie avec son milieu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? À peu près tout et n'importe quoi, je pense. Mais en tout cas, moi, il y a une phrase de Corentin Châtel-Perron, qui est le fondateur de l'ASSO, qui m'a marqué et qui date du début un peu, où en fait, il disait que l'objectif du Low-Tech Lab, c'était diffuser de la connaissance qui mériterait d'être beaucoup plus diffusée dans la population, pour que tout groupe humain puisse s'approprier sa définition du progrès. Et alors là, en fait, ça déjà un peu repositionne le truc, parce que son constat, lui, ayant eu pas mal d'expériences à la fois dans les pays du Sud, mais aussi à essayer de monter des projets un peu écolos, disons des entreprises écolos quand il était plus jeune, ça a été de voir qu'en fait, on était en train d'inonder la planète entière avec une vision du progrès qui était quand même très tirée vers le profit, le confort matériel, etc. Et que c'était peut-être pas ce qui avait de plus souhaitable pour tout le monde. Alors peut-être que si nous on trouve ça bien, c'est très bien, mais que permettre à chacun, disons, d'avoir les clés et les outils et la capacité de se poser cette question de qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour entre guillemets mes voisins, mes collègues, de progresser en tant qu'humain, voilà, ça peut en fait amener plein de réponses et plein de formes différentes de développement de société. Donc voilà, bon ça vous pose un petit peu entre guillemets la philo du Low-Tech Lab depuis le début. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc monté des gros projets, des gros projets. En tout cas, ils nous paraissaient gros à l'époque. Qui nous permettait de cocher un peu toutes ces cases. C'est-à-dire à la fois de découvrir voilà, des pratiques, des techniques alternatives qu'on a eu envie de qualifier très vite de low-tech, qui ne s'appelaient pas elles-mêmes low-tech. Ça a été aussi un peu le pari de mettre un mot un peu obus, comme ça, sur plein de choses différentes, mais qui se retrouvaient dans des façons de faire voilà, plus économes, plus locales, plus sobres, etc. Souvent sous contrainte. Et qui nous permettait de raconter une belle histoire, une aventure avec ça. Donc le meilleur exemple, c'est Nomades des mers, qui est une expédition à la voile autour du monde, qui est partie de Concarneau, puisque on a la chance de vivre
au quotidien à Concarneau, le Low-Tech Lab, qui est parti donc de Concarneau en 2016 avec pour objectif de entre guillemets débarquer dans tout un tas de contextes différents où justement différentes populations, différentes initiatives répondent à leurs besoins, que ce soit des besoins, j'ai envie de dire, un peu primaires, mais aussi à leurs besoins de faire du lien, de s'organiser, etc., de façon différente des nôtres, et qui nous paraissent être plus low-tech. Les rencontrer, les documenter, et les raconter au travers d'une série documentaire qui a été coproduite avec Arte, qui s'appelle Les Escales de l'innovation. Et voilà. Et donc le point de départ, c'est ça. On a entre guillemets une belle série documentaire qui raconte en 25 épisodes chaque escale, chaque rencontre, chaque contexte, la problématique, les enjeux, la solution, son histoire, bref, le personnage qui en est à l'initiative ou les personnages qui en sont à l'initiative. Et pour ce qui est de documenter le plus rigoureusement ou le plus finement, on a eu l'idée de se servir des outils du web libre qui prenaient de plus en plus d'ampleur il y a de ça une dizaine d'années, et donc de monter ce qu'on appelle un wiki, un Wikipédia, quoi, en gros une espèce d'encyclopédie, qui du coup référencerait toutes ces connaissances techniques dont parlait Coco à l'époque, là, les fameuses connaissances à diffuser le plus librement possible pour que partout on puisse se les approprier et les utiliser. Aujourd'hui, ce site existe toujours, il s'est bien développé. Non seulement c'est une base de données de tutoriels, mais qui sont de plus en plus j'ai envie de dire qualitatifs, approfondis. En tout cas, il y a moyen de les approfondir par la documentation technique, des références, des plans, etc. Et à laquelle on n'est pas du tout les seuls à contribuer. C'est vraiment une plateforme participative. Mais on a aussi mis en place tout un tas de nouveaux outils, donc un répertoire en ligne des acteurs de la low-tech. Il y a un peu plus de 900 acteurs qui sont répertoriés aujourd'hui, donc 400 en France. Il y a un petit tropisme historique, je pense. Il y a aussi un agenda partagé qui est de plus en plus utilisé, et vraiment je vous invite les uns les autres, si vous avez des sujets de curiosité ou des choses à proposer sous forme de formation, d'ateliers, de rencontres, etc., à utiliser cet agenda. Il est aussi participatif et il est vraiment bien blindé tous les mois. On est obligé maintenant de le scinder en différentes typologies d'événements, les festivals, low-tech, les formations, les rencontres, les ciné, etc. On a aussi développé un programme qui a maintenant 4-5 ans, qui s'appelle le programme Communauté, et qui vise en fait à permettre justement à des collectifs d'individus, de citoyens, de à la fois se retrouver pour apprendre ensemble, découvrir ensemble ce que c'est que la low-tech. C'est toujours plus facile ensemble, et c'est vraiment partie de la philosophie du Low-Tech Lab aussi, ce côté collectif. Donc pour apprendre ensemble, pour se former, monter en compétences, et ensuite pour se faire le relais localement de ces pratiques, ces initiatives, ces savoir-faire. Donc la première communauté low-tech en France, c'était le Low-Tech Lab Grenoble en 2018. Il y a peut-être des membres dans la salle, je crois savoir. Donc c'est des anciens maintenant, et même nous, on est assez fans de tout ce qu'ils font sur place. Ils ont leur propre projet, ils ont je sais pas combien de milliers d'adhérents, des centaines de milliers d'adhérents. Non, c'est faux, mais voilà. En tout cas, ils ont beaucoup de gens très motivés, ils ont un lieu, etc., etc. Ils ont plein de partenariats super intéressants, et ils contribuent massivement aux outils aussi. Donc en fait, évidemment, c'est l'idée que petit à petit, ça fasse effet boule de neige, et entre guillemets, nous, on n'ait plus rien à faire. En tout cas, on puisse aller prendre des vacances. Donc voilà, mais aujourd'hui, je crois pas me tromper en disant qu'il y a une bonne vingtaine de communautés en France. Je crois même qu'on est à 23, 24 là. Et il y en a une petite dizaine à l'étranger, au Cameroun, en Belgique, au Québec, voilà. On a aussi un petit tropisme sur la francophonie, parce que au départ, on n'a pas été très rigoureux sur les traductions dans toutes les langues. Mais maintenant, il faut savoir que le wiki du Low-Tech Lab on a vraiment une très grosse communauté aussi de traducteurs. Et les tutos commencent à être traduits dans 4, 5, 6 langues, parfois en arabe, en chinois, voilà. Donc c'est aussi très cool à ce niveau-là. Et on les remercie. Voilà un petit peu pour vous poser entre guillemets le cadre, ou en tout cas l'endroit depuis lequel je parle aujourd'hui, j'allais dire ce soir parce que je suis encore un peu hier soir, mais ce matin. Ce que je voulais aussi amener de ces dernières années au Low-Tech Lab,
Donc peut-être pour vous situer aussi, le Nomade des Mers est rentré l'année dernière, après 6 ans de tour du monde, une 30aine d'escales, à Concarneau. Donc c'est pour ça qu'on a fait un gros festoche aussi, c'était l'occasion de festoyer. Mais ça n'a pas du tout été le seul projet. Il y a eu aussi un gros projet qui a beaucoup fait connaître la low-tech en France, qui était autour de l'habitat low-tech, porté par deux de mes collègues, Pierre-Alain et Clément, et qui a consisté à s'intéresser en fait aux applications, aux techniques, aux systèmes, aux équipements low-tech qui pouvaient s'adresser ou être pertinents dans le contexte en contexte français, contexte occidental, parce que Nomade des Mers avait quand même été bien loin de chez nous explorer la low-tech. Et là, c'était l'idée de voir un peu qu'est-ce que ça donne chez nous. Et de tester ces systèmes dans un habitat un peu expérimental pendant 1 an de vie alternative, en alternance plutôt, de mes 2 collègues. Et de documenter. Donc ça a été aussi, depuis le début, une vocation du Low-Tech Lab, de non seulement aller documenter, comprendre, découvrir des choses ailleurs, mais aussi de les tester sur nous-mêmes, avant de s'en faire, entre guillemets, les promoteurs. Je ne sais pas si c'est une forme de besoin d'être aligné ou peur de dire n'importe quoi, peut-être, ou en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie humilité. Enfin, c'est un mélange de tout ça, quoi. Et ça nous a été assez, je pense, précieux, parce que vraiment, on parle pas de la même façon d'une low-tech quand on l'utilise au quotidien, quand on l'a utilisé au quotidien, que quand on en a juste entendu parler, ou quand on a appris ce que ça faisait et qu'on a développé peut-être quelque chose, mais voilà, quand il y a une espèce d'écart entre les deux. Et en l'occurrence, c'était très intéressant, même pour nous, collègues, entre guillemets, de suivre l'expérimentation, parce que ils s'étaient donné les moyens de documenter la dimension économique de leur expérience, comment est-ce que ça permettait de réduire la facture en fait à la fin du mois, de vivre de façon plus low-tech, mais aussi de mesurer la différence d'impact environnemental. Est-ce que ça permet vraiment d'être, entre guillemets, de rentrer dans les limites planétaires, de rentrer en dessous de 2 tonnes d'équivalent carbone, etc. Et ça, bon, ils l'ont très bien fait. Et ce qui était marrant, c'est qu'à l'inverse, à peu près de toute l'économie aujourd'hui, ils ne sont pas donnés pour objectif de réduire leur impact carbone ou de réduire le coût, mais ils sont donnés pour objectif de vivre de façon low-tech. Et en fait, conséquence, c'était beaucoup plus écolo et beaucoup moins cher. Et en fait, la surprise pour eux, et vraiment, j'entendais encore un collègue là dans le film low-tech, donc Clément dans le film low-tech qui est en ce moment en salle, là, un documentaire de Adrien Belay, qui disait que finalement, le plus gros apprentissage, le plus gros retour d'expérience de cette année passée à vivre de façon low-tech au quotidien, ça n'a pas été tant la dimension économique ou la dimension écologique que la dimension humaine. En fait, ça a été ce qui s'est passé dans les humains qu'ils étaient et autour d'eux, avec les humains qui fréquentaient. Il y a une petite phrase de Pierre-Alain qui dit en gros... alors oui, du coup, on utilise un poêle à bois, un poêle de masse pour se chauffer quand il n'y a pas de soleil qui tape sur les vitres ou sur les panneaux solaires thermiques ou quoi. Donc, il faut trouver du bois, faire du feu, etc. On utilise quasiment toute l'année pas de frigo, mais un garde-manger. Donc, c'est des aliments frais qu'il faut réapprendre, entre guillemets, à cuisiner. Je crois que pour l'un ou l'autre, c'était un peu une épreuve. Mais du coup en fait, donc ce qu'il disait, c'était que quelque part on passe plus de temps à vivre, enfin en tout cas à maintenir un peu tous ces systèmes et que ce soit les systèmes alimentaires, énergétiques, le système d'assainissement aussi, à en prendre soin parce que c'était une phytoépuration, donc à pas balancer n'importe quoi, faire attention, mesurer, à vider les toilettes sèches, enfin voilà, en tout cas tout ça c'est du temps, c'est de l'attention. Donc, quelque part, c'est comme ça qu'il le formulait, moi je trouve ça un peu rapide, mais quand même, c'est une perte de confort matériel dans notre monde, où en gros le confort on l'associe à j'ai rien à faire, tout va très vite, c'est automatique, j'appuie sur un bouton, ça arrive, ou je me fais livrer ou quoi. Là c'est un peu l'inverse, mais ce qu'il disait c'est que cette hypothétique perte de confort matériel, en fait elle est complètement compensée par un gain en confort mental. Alors c'est bien une expression à la Pierre-Alain, le confort mental. Je pense que c'est suffisamment explicite. C'est en fait, on est plus serein, quoi. On est moins stressé, on est plus au clair sur ce dont on dépend au quotidien pour se chauffer, se nourrir, etc. Et c'est moins stressant plutôt que de voir, je sais pas moi, la crise énergétique,
l'inflation. Enfin, en fait, c'est vraiment une forme de reprise en main de sa vie, des différentes dimensions qui la composent. Et aussi, il y a quelque chose de l'ordre de... parce que finalement, un peu tout le temps au Low-Tech Lab, il y a eu le mot autonomie. Corentin, dans ses projets, c'est d'être autonome sur le bateau, puis de tester l'autonomie avec les low-tech dans des conditions un peu extrêmes. Là encore, il y a quelques semaines, il était dans le désert de l'ouest mexicain, à vivre pendant 4 mois dans une tente pleine de low-tech. Et là, cette maison, elle avait vocation à être un peu autonome. Et en fait, là, eux, ils se sont vraiment rendus compte que s'alimenter, alors ils se déplaçaient en vélo pour être un peu cohérent, etc. Donc s'alimenter en produits frais à vélo, ça demandait d'aller voir en fait les producteurs, les maraîchers du coin, se chauffer en bonne partie au soleil et disons se laver à l'eau de pluie. Ça demandait d'être un peu plus alerte sur la météo, etc. Donc en fait, c'est pas du tout une autonomie entre guillemets pas hors sol, mais un peu dans une espèce de bulle, une forme d'autarcie. C'est beaucoup plus être capable de choisir de quoi on veut dépendre. Et de reprendre la main sur ce choix. Et ça, je pense que ça contribue beaucoup à cette espèce de confort mental dont parlait Pierre-Alain. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ces dernières années, on a eu pas mal d'expériences au Low-Tech Lab, diverses et variées, je ne vais pas beaucoup plus en détailler, qui petit à petit en fait nous ont fait, je sais pas comment dire, peut-être on complexifié notre vision de la low-tech. C'était pas si simple, c'était pas seulement des technos qu'on pouvait un peu documenter de façon pratique et appliquer là où elles seraient pertinentes pour réduire la consommation d'énergie, pour réduire la consommation d'eau, pour réduire l'impact sur le sol ou j'en sais rien. Évidemment c'est ça, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. Et du coup, pour vous raconter une petite anecdote qui l'illustre bien, ça nous a fait passer, par exemple, dans notre relation avec des industriels. Depuis quasiment le début du Low-Tech Lab, on échange pas mal avec, pour les citer, avec grand plaisir, Decathlon, Orange, Schneider Electric, des acteurs comme ça. Et en fait, voilà, au début, eux, par exemple, je prends l'exemple de Decathlon. Punaise, vous utilisez là sur le bateau un réchaud à économie de bois qui a l'air super bien, un pyrogazéificateur qui utilise très peu de bois, qui chauffe très bien, qui est très efficace et qui en plus, comme c'est une combustion efficace, émet moins de particules, de pollution, etc. Alors que nous, on vend encore des réchauds à gaz. Bon, le gaz, c'est plus trop à la mode. Et encore, je parle de ça en 2017, ils étaient un peu pionniers par rapport à aujourd'hui où maintenant c'est un peu identifié, meurtrier sur le mot gaz. Et donc, voilà, est-ce qu'on pourrait pas développer ensemble un réchaud low-tech ? Si, carrément, on bosse ensemble. Alors, nous, un peu, entre guillemets, à essayer de les pousser un peu dans leurs limites, parce que nous, c'est un peu ça la low-tech, c'est se mettre en sous contrainte, etc. Donc, on les plonge, pour la petite histoire, dans la cabane de Manu, ici présent, dans une forêt en pleine tempête, à essayer de faire du feu avec un réchaud à bois économe en bois. Et ça marche, ils sont contents, bref. Et donc, au bout de 4 ans, sort un réchaud à bois, économe, chez Decat, donc sur étagère. C'est pas une pub, mais il existe, on en a reçu un, on l'utilise, il marche bien. Mais alors, en fait, quelque part, pour nous, 4 ans après, l'objet n'a plus grand-chose de low-tech, dans le sens où voilà, il est rentré dans les processus, dans les façons de faire, dans le modèle de Decat aujourd'hui. Et donc, il a été redessiné complètement, repensé complètement. Il est 100% en inox, parce que c'est plus sécurisé, plus durable, etc. Et il coûte franchement pas si cher pour un truc en inox. Nous, quand on achète des seaux en inox pour nos toilettes sèches, c'est 80 €. Là, le réchaud, il a beau être hyper complexe, il coûte 50 €. Donc c'est hyper optimisé en termes de process, de fabrication, etc. Et un peu comme beaucoup de projets, comme beaucoup de produits Decathlon, il est fabriqué très loin d'ici, dans très grand volume, et voilà. Et nous, dans notre vision de la low-tech, on a perdu pas mal de choses, quoi. L'idée de se réapproprier, de se mettre sous contrainte, de tester, d'apprendre, de diffuser de la connaissance technique pour que chacun puisse s'approprier sa vision du progrès. Enfin voilà, tout ça, on s'est dit, on a un peu perdu, entre guillemets, de la substance de la low-tech dans ce processus. Et on a eu aussi, un peu dans la même période, pas mal de startups qui se lançaient. Par exemple, je me rappelle d'une startup qui voulait
voilà, inonder le marché de jupe isolante pour casserole. Je sais pas si ça parle à tout le monde, mais une petite jupe qui permet de consommer un peu moins sur sa casserole. Enfin, dans sa cuisson, quoi, d'autres pâtes. Et donc, voilà, nous, pareil, on a discuté avec eux, on a travaillé avec eux, on a échangé dans quel matériau le fabriquer, pourquoi, etc. Et bon, toutes leurs contraintes, c'était des contraintes, entre guillemets, de start-up qui veut très rapidement produire beaucoup, vendre beaucoup, pas cher, etc. Et à nouveau, bon, le produit auquel ils ont abouti était finalement un peu décevant de notre point de vue, mais bon, qui avait l'air quand même de bien marcher. Et finalement, ça a même pas pris parce que je pense qu'il y a des histoires de timing. Ils étaient peut-être un peu trop tôt. Ils seraient arrivés, je pense, à l'automne 2022, ils auraient fait fureur. Mais même les investisseurs étaient pas trop chauds, quoi. Voilà, entre guillemets, mettre de la thune sur une petite jupe isolante que n'importe qui peut fabriquer chez soi, ça paraissait pas être le truc un peu le plus disruptif du moment. Donc bref, ces expériences-là nous ont un peu fait réaliser qu'il y avait peut-être, encore une fois, à aller chercher plus loin, et même avec ces acteurs-là. Vraiment, j'aime bien l'exemple de Decathlon, parce qu'après, on a retravaillé avec eux, mais plus du tout à un développement produit, à, entre guillemets, penser à un scénario de développement stratégique low-tech pour Decathlon. Donc là, on ne parle plus, entre guillemets, aux mêmes endroits de l'entreprise. Et donc on a travaillé pendant 1 an avec l'équipe innovation, l'équipe prospective stratégie. Et le scénario sur lequel on a travaillé, il y en avait plusieurs. Mais c'était celui qu'on a développé avec le Decathlon Makers, qui venait de se monter, qui était une espèce de Fab Lab interne, qui voulait permettre de refaire des choses chez Decathlon. Parce que Decathlon était devenu une espèce de bande de designers, un peu de marketeurs, un peu comme Apple, quoi, mais il n'y avait plus de contact avec la matière, avec... Et donc on a bossé ensemble pendant 1 an et on a abouti à un scénario 2030 où déjà il fait trop chaud pour faire du sport en permanence dehors, mais aussi où les gens ont finalement entre guillemets d'autres problématiques et plus tant de temps que ça ou de disponibilité que ça pour le sport. Et puis, du coup, pour se déplacer, il y a peut-être moins d'énergie fossile abondante. Donc, ils sont de toute façon obligés d'utiliser pas mal leur corps pour se déplacer. Donc, en fait, le sport est redevenu quelque chose, finalement, de quotidien, qui n'est pas juste du sport pour se maintenir en forme, mais pour aller d'un endroit à un autre. Bon, concrètement, c'est exactement comme le vélo. Je sais pas si... Moi, quand j'étais... C'est mes grands-parents, je crois, qui partaient en vacances de la banlieue parisienne jusqu'en Normandie en vélo. L'été, et que tout ce qu'il fallait dans la remorque, et qui ensuite campait et revenait 3 semaines après, le fameux congé. Et alors que quand j'étais petit, en gros, le vélo c'était un truc pour enfants ou pour papy avec des lunettes très très serrées dans son truc le dimanche, quoi. Et encore non, comme il est papy, c'est le dimanche tous les jours. Donc en gros, c'était ça les cyclistes. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien le cycliste. Alors là, à Nantes, on se faisait la remarque avec Manu en arrivant. C'est pas Concarneau, on a encore de la marge, quoi, pour avoir des pistes cyclables partout, des gens qui se croisent, on se croirait presque à Amsterdam ou un truc comme ça. Donc on voit bien que le vélo redevient un mode de déplacement, vélo taf, tout ça. Et un véhicule utilitaire, en fait. On trimballe des gosses, on trimballe un sac à dos, des trucs, voire des gros trucs, bref. Et donc on s'est dit, en fait, peut-être que dans le scénario 2030, tous les sports, entre guillemets, individuels, qui en fait, au départ, étaient des modes de déplacement. Le ski, ça a été inventé par des peuples qui vivaient dans les conditions enneigées pour se déplacer. Pas pour faire du sport, quoi. Pas pour faire des pistes bleues, des pistes rouges, des pistes noires. La voile, évidemment aussi. Tous les trucs à pagaie, que ce soit le paddle, le kayak, etc. C'était des modes de déplacement. Même la course à pied était un mode de déplacement. Et donc on se dit, voilà, en fait, Decathlon ne rend plus le sport accessible à tout le monde. Salut. Mais rend la mobilité de demain, décarbonée, douce, active, accessible à tout le monde. Bon, c'est déjà une belle, entre guillemets, un beau décalage, parce que du coup, la low-tech, c'est être utile, répondre à des besoins essentiels, tout ça. Donc le besoin de se déplacer dans un monde où on le fait comme ça, c'est cool. Mais c'était pas suffisant pour nous, on les a encore un peu plus poussés, et on s'est dit, voilà, ce mouvement un peu Decathlon Makers, les ateliers de réparation vélo dans les magasins de Decat, etc. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer aller beaucoup plus loin ? En fait, Decat, vous avez un savoir
à la fois, j'ai envie de dire, dur et pratique, un savoir-faire de tout ce qui est mécanique du sport, du corps, des objets qu'on utilise pour ça, etc. Ça me dérange pas le soleil, hein, j'aime bien. Je sais pas si c'était pour moi. Ah, pardon. C'est une sorte de spot naturel, quoi. Donc il y a une connaissance en fait chez Descartes qui constitue sa mine d'or, quoi. Je sais pas comment dire, toute cette maîtrise, ces savoirs. Et donc pourquoi pas, en fait, les libérer, les documenter, les publier en open source, que ce soit comment bien courir, comment bien faire du vélo, comment comprendre à quelle taille, à quelle forme, quel usage correspond tel objet ou tel objet, et le transmettre aux usagers, donc aux gens qui se déplacent avec leur ski en montagne, avec leur paddle en rivière, etc. Pour que chaque magasin Descartes ne soit plus un magasin, mais soit un lieu où on vient en fait participer à la conception, la fabrication, même si c'est minime, on n'est pas tous artisans, fabricants de chaussures de sport ou de vélo, mais participer en tout cas activement, prendre une part à la définition et la mise en œuvre de son objet de déplacement, peut-être de travail du quotidien. Et puis évidemment, du coup, on pourra revenir le réparer, venir l'entretenir dans cet endroit qui sera une espèce de lieu de transmission de savoir, technique notamment, et aussi biomécanique, etc. Donc c'est même un endroit où on va apprendre un peu à prendre soin de son corps dans l'effort, enfin voilà, un endroit un peu incroyable comme ça. Et donc ce scénario-là a été présenté un grand événement qui s'appelait Vision 2030 chez Descartes, et a fait quand même un peu, je sais pas comment dire, silence à la fois, waouh, et en même temps, oh, mon Dieu, mais comment on va faire, est-ce que c'est vrai, c'est tout ce qu'ils disent? Mais en tout cas, ça a eu le mérite de débranler un petit peu, de déplacer un peu le regard, et de se poser des questions de société, en fait, beaucoup plus profondes que simplement passer d'un objet à un autre. Et en l'occurrence, il y a pas mal d'objets chez Descartes qui sont déjà des objets. Enfin, je veux dire, si on utilisait tous un vélo plutôt qu'une bagnole quand on le peut, ce serait super plus low-tech que ça l'est. Donc voilà, bon, je dis pas du tout que du coup ça a été inscrit à la feuille de route de Descartes qu'en 2030 ce sera tout open source libre, que les lieux de fabrication sont plus à l'autre bout de la planète, mais dans des ateliers ouverts, partagés, etc. Mais mine de rien, on a semé des graines et de temps en temps on envoie des échos et c'est assez intéressant de voir ce que ça donne. Bon, je pense que cet exemple-là a été un peu long, mais vous donne vraiment une idée concrète de ce qu'on a conscientisé et compris au fil de ces années. Et ce qui nous a amené... un autre mini-truc que je voulais dire aussi, c'est les gens qui se sont intéressés à la low-tech ont évolué dans le temps. Au tout début, c'était en gros des makers, c'était dans les Fab Labs. Et d'ailleurs, on a été pas mal maker faire, des choses comme ça. Des bricoleurs aussi, des gens qui ne savaient pas du tout ce que c'était qu'un Fab Lab, mais qui bricolaient vraiment bien beaucoup et depuis longtemps. Puis il y a eu évidemment toute la vague un peu des ingénieurs en manque de sens, ingénieurs engagés, comment ça s'appelait, le manifeste pour un réveil écologique, tout ça. Et puis petit à petit ça a été les écoles de commerce, parce qu'en fait il y avait peut-être un coup à jouer là sur la low-tech, ça commençait à faire du bruit, il y avait un petit truc à tenter. Et en même temps ça paraissait faire sens, hein. Je dis pas du tout que c'était seulement mal intentionné. Enfin, et puis petit à petit les profils Sciences Po. Alors là nous on comprend pas en tant qu'ingénieur ce que c'est que Sciences Po. Enfin, en tout cas dans le cliché et mine de rien un peu l'expérience qu'on a les uns les autres. Puis à l'époque peut-être un peu plus qu'aujourd'hui. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que les sciences politiques, à quoi ça sert, pourquoi, comment est-ce qu'on active ça, on utilise ça. Et puis petit à petit ça a même été en fait des collectivités, des entreprises, des artisans, en fait, j'ai envie de dire juste l'économie, quoi, les organisations d'aujourd'hui qui sont venues nous voir pour demander bon ben voilà, moi coopérative agricole, je vois bien que mon modèle atteint ses limites. Coopérative agricole, vous savez que l'agriculture c'est un peu le seul endroit où coopérative, ça veut pas forcément dire petite collectif de gens qui bossent ensemble et tout. Ça peut être un gros truc un peu. Et donc voilà, c'était ces acteurs-là, hein, vraiment, et qui venaient nous voir. Bon, si notre modèle atteint ses limites, comment est-ce qu'on le repense? Comment est-ce qu'on se projette dans autre chose? Comment est-ce qu'on définit cette trajectoire pour aller vers autre chose? Quitte à ce que ça veuille dire changer d'échelle, changer de modèle économique, changer de gouvernance, etc., etc.
Et on a quand même eu ce genre de discussion avec des acteurs comme la SNCF, Bouygues et d'autres. Bref, voilà, ça y est, j'ai un peu fini mon balayage. Ça nous a amené à en fait poser le constat que la low-tech, c'est pas que de la technique. Et c'est une petite phrase qu'on se répétait à l'époque, c'était en fait la technique, c'est 30% de la solution. Bon, c'est 30% un peu à vue de nez comme ça, mais de l'expérience qu'on a eue sur le terrain, dans tout un tas de contextes différents, notamment au Bangladesh où pas mal de collègues sont passés, mais pas que. C'est 30% de la solution. Et alors la vraie question, c'est pour des ingénieurs, si la technique c'est 30% de la solution, bon, qu'est-ce qu'on fait du reste? C'est quoi le reste? Et du coup, on a eu envie de creuser ça, de se donner les moyens de le creuser, donc de s'entourer d'autres disciplines. C'était ce que disait aussi Jonathan tout à l'heure, et Francky, je crois, au sujet de la partie un peu recherche, universitaire, etc. C'est de croiser les disciplines, et notamment de vraiment opérer, entre guillemets, un pont entre les sciences dures, entre guillemets, voilà, la thermique, l'électricité, je sais pas, la mécanique, etc., vers les sciences humaines, les sciences molles, pour se dire, voilà, on va essayer de comprendre tout ce qui n'est pas technique dans la réussite d'un projet qui nous paraît incarner et diffuser la démarche low-tech. Et pas seulement la diffuser, pas seulement diffuser massivement des objets low-tech, mais vraiment permettre à cette démarche de réappropriation, de savoir, de monter en autonomie, de se déployer quoi, dans un contexte. Donc on a monté un projet notamment pour ça, qui s'est appelé les enquêtes du Low-Tech Lab, dont a parlé un peu Jonathan, où en gros, pendant 1 an et demi, on a été rencontrer une dizaine d'acteurs, avec non plus seulement l'objectif de regarder comment ils font, reproduire, faire des photos, un tuto, étape 1, étape 2, étape 3, matériel nécessaire, etc. Mais de regarder, par exemple, un artisan boulanger qui décide d'utiliser un four à concentration solaire, donc concrètement un panneau de miroir, et en face une boîte isolée, pour cuire son pain. Donc il vraiment change d'objet, change d'outil de travail, passe d'un un four high-tech, ou en tout cas conventionnel, à un four plus low-tech. Et ben en fait, qu'est-ce que ça change dans son travail? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Est-ce que c'est juste changer de four, ou est-ce qu'en fait il y a plein d'autres choses sur son modèle économique, sur son modèle juridique par exemple, sur son échelle de production, sur la façon dont il s'insère dans un territoire, etc., etc. Et donc ces 10 enquêtes, on les a choisies les plus diverses possibles en termes de contexte urbain, rural, nord, sud. Enfin, on a été beaucoup en France parce que c'était au moment du Covid, donc on a un peu recentré le périmètre. Mais c'était très bien parce qu'il y a vraiment des choses incroyables en France et que c'est tout l'objectif du Low-Tech Lab que de mettre le projecteur sur des initiatives qui sont malheureusement pas connues, qu'on regarde malheureusement pas comme l'avenir au même titre que la Silicon Valley ou Elon Musk. Alors que selon nous, c'est vraiment beaucoup plus l'avenir, quoi. Et donc, voilà, autant de secteurs possibles différents, autant de modèles juridiques différents. Il y avait des entreprises, des assos, des projets de collectivité. Il y avait des grosses structures, historiquement bien ancrées, des plus petites, un peu naissantes. Un exemple très concret, je pense très local, c'est donc on est venu voir Apala et on s'est en partie concentré sur le projet Enerlog, qui avait 1 an ou 2 à l'époque. Et en fait, c'était génial pour nous parce que, en gros, c'est Loïc, un des membres d'Apala, qui s'est intéressé à une des technos qu'on avait documentées sur l'habitat low-tech, mes collègues là dont je parlais, qui était une sorte de chauffage solaire passif. C'est un panneau solaire thermique avec de l'ardoise derrière une vitre, donc qui capte de la chaleur au soleil. Et juste de l'autre côté, à l'intérieur de la maison, il y a un trou en bas, un trou en haut. Et l'air de la maison est attiré naturellement par la différence de température, vient se chauffer en circulant le long de l'ardoise et re-rentre chaud. Et donc quand il fait beau, ça permet de gagner 2, 3, 4, 5, 6 degrés de chauffage en moins à faire monter. Alors maintenant, l'État nous l'a bien répété, 1 degré c'est hyper important, donc là il y en a 5-6 de gagner, quoi. Et donc il s'est intéressé à cette techno et il s'est dit en fait c'est bien beau cette techno, mais voilà, tout le monde ne va pas demain
entre guillemets, se retrousser les manches, voilà, aller chercher du bois, de l'ardoise, de la vitre, et fabriquer son propre capteur air chaud. On appelle ça un capteur air chaud, un chauffage solaire, quoi, passif. Parce que en fait, c'est aussi ça le problème de simplement s'arrêter à la technique, c'est que pour beaucoup de gens, c'est un frein. On n'a pas tous accès à un atelier, à des outils, on n'a pas tous les compétences, ou en tout cas, on ne se sent pas tous suffisamment à l'aise pour s'y mettre. Et parfois, c'est même juste, non, mais en fait, moi, dans ma construction sociale, disons, genrée de la société d'aujourd'hui, et ben, en fait, on m'a toujours dit de ne pas toucher un outil, et on m'a pris l'outil des mains, etc. Donc, comment est-ce que je suis censé passer à l'action avec ce tutoriel magnifique, là, très bien, mais... Donc, c'est aussi des barrières qu'on a, entre guillemets, vraiment intériorisées. Et donc, on a besoin d'intermédiaires, de gens qui, comme Loïc, s'est dit, en fait, moi, cette techno, je la comprends, je vais apprendre à la maîtriser, je vais la qualifier, l'améliorer, entre guillemets. Et puis, je vais faire une petite filière locale, où est-ce que je vais chercher mon bois, mes vitres, mes ardoises, etc. Et ensuite, je vais transmettre, je vais former qui veut, n'importe quel niveau de compétence ou de technique, à s'approprier ce système, à le fabriquer, et éventuellement à l'installer chez lui, sur son balcon ou sur sa maison, quoi. Donc voilà, donc c'est pour vous donner en 2 exemples d'acteurs qu'on a été rencontrés dans les enquêtes, le type d'initiative qui nous intéressait, quoi. Et bah ça n'a pas loupé, on a appris plein de choses. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile à rentrer dans des critères que des dimensions techniques, de consommation d'énergie, etc. Mais on a parier ou miser sur le fait qu'à nouveau, on allait pouvoir plutôt donner l'envie et les moyens en racontant fidèlement ces initiatives le plus justement possible et le plus complètement possible, toutes les facettes, leur parcours, par où ils sont passés, leur philosophie, leur choix en termes d'offres, de services ou de produits, la filière qu'ils ont dû structurer autour d'eux pour pouvoir développer leur activité, comment ils s'y sont pris, les choix économiques aussi, financiers, comment ils sont montés au début, avec quelle source de financement, pourquoi, etc. etc. Et leur perspective aussi, leur volonté de devenir quoi demain, qui, etc. Et vraiment, je pense que ce projet, en tout cas, bon, moi à titre perso, qui ai eu la chance de le vivre sur le terrain, de participer ensuite à la diffusion des contenus. On a fait des vidéos, des podcasts, des articles avec des photos, etc. Bah, on a quand même vu un petit peu que ça participait à justement décaler le regard, à ouvrir un peu les perspectives et les chakras. Et on en est arrivé à l'étape où on s'est dit qu'est-ce que ça change dans notre vision de la low-tech, très concrètement. Et là, c'est un peu, moi, l'étape à laquelle j'aboutis aujourd'hui. Mais je voulais vous poser ça avant de terminer avec le projet sur lequel je travaille au quotidien, qui parle de territoire. C'est que, donc, depuis longtemps, Low-Tech Lab, on dit que la low-tech, ça tourne autour de utile, durable, accessible. Ce qui est bien, c'est que c'est bankable. Utile, durable, accessible. Je pense qu'on peut tous imaginer un vendeur de voitures autonomes qui dit que c'est utile, accessible, durable. Ou de, je sais pas, de drone qui vient nous livrer, qui est super utile, et super durable et super accessible. Donc c'est des termes très forts, importants pour nous, mais qu'il est important de préciser, de définir, et qui si on le fait pas, peuvent être un peu aussi vides que pleins, quoi. Donc derrière le mot utile, il y a la question des besoins, qui est en fait une question un peu infinie, c'est quoi nos besoins Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de se poser cette question. Et tout à l'heure, je parlais de l'autonomie, qui est un terme qui revient depuis longtemps au Low-Tech Lab. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à vraiment le renforcer, l'instituer dans ce qu'on met derrière le mot Low-Tech. C'est monter en autonomie collective, surtout pas monter en autonomie dans mon coin, dans ma ferme, avec un fusil au cas où il y a des gens qui m'en veulent. Mais monter en autonomie collective, et ben en fait, la première chose qu'on a besoin de se réapproprier, c'est ses besoins. Aujourd'hui, nos besoins, on n'est pas du tout maître. Nos besoins, nos envies, ce qui nous paraît être le plus important, le plus précieux, c'est des constructions sociales, et comme toujours, hein. Enfin, comme ça a toujours été. Je sais plus qui c'est qui disait on questionne pas les goûts et les couleurs. Voilà, chacun a ses goûts et tout, c'est bien. Et quelqu'un lui répondait en fait, le goût,
c'est une reproduction sociale. C'est quelque chose qu'on a appris à aimer, qu'on a appris à pas aimer, qu'on a appris... Et donc, en fait, ce qui nous paraît important, c'est de re-questionner ça, collectivement, démocratiquement. Qu'est-ce qui nous paraît le plus important aujourd'hui de maintenir, de nourrir, de rendre possible, de développer? À chaque fois qu'on fait l'exercice dans un atelier avec plus ou moins grand public, le premier truc qui revient, c'est passer du temps avec mes proches, être aimé, rire. Pas du tout la pyramide de Maslow, quoi. On est sur des trucs beaucoup plus sensibles. Alors évidemment, on ne parle pas à n'importe qui, hein. Mais voilà. Et après, ce qui est marrant, c'est que justement la pyramide de Maslow, aujourd'hui, je ne sais plus qui c'est qui s'est amusé à la redessiner et à mettre en fait en dessous, avant même les besoins primaires, à l'heure d'aujourd'hui, il y a le besoin d'avoir du Wi-Fi ou de la 3G, accès à quelque chose. Et c'est un peu rigolo dit comme ça, mais aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui, à la fin du mois, se nourrissent plus, mais continuent d'avoir un forfait qui leur apporte du Wi-Fi et voir Netflix à la télé. Donc c'est pour aussi remettre complètement en perspective le fait que la low-tech va répondre à des besoins de base, manger, dormir, se chauffer, etc. Bien sûr. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas juste de dire dorénavant, peuple de France, vous allez vous chauffer en économisant de l'énergie, en étant sobre, efficace, et vous allez manger ça, parce que c'est plus sobre, plus efficace, machin. C'est en fait, ensemble, de se réapproprier nos besoins, nos envies, et de les reprendre un peu avec du recul, et finalement je sais pas si c'est de délibérer, mais un peu comme ça, quoi, d'en discuter, de se dire, bon bah voilà, je dis n'importe quoi, là, sur le territoire sur lequel on est, si on doit privilégier quelque chose, ou par ordre de priorité, collectivement, qu'est-ce qu'on décide de soutenir, quoi. Donc voilà, pour le premier, utile, mais un peu mouliné, entre guillemets. Le deuxième, c'est durable. Bon, durable, je pense que j'ai pas besoin de démontrer que ça a été dévoyé, mais on va quand même en dire un mot ou deux. C'est que un truc qui nous paraît super intéressant, c'est de se poser la question de la durabilité dans le temps de tout. Je sais plus qui c'est qui disait que quand il était jeune, donc c'est un vieux sûrement, enfin je veux dire quelqu'un qui est né il y a longtemps, qui disait quand j'étais jeune, on me parlait tout le temps du 21e siècle. Je crois qu'il est né en 26, pas dire de bêtises. Le 21e siècle arrive et tout. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du 22e siècle, mais on n'entend pas parler. Je sais pas s'il aura lieu ou pas, s'il est prévu. Là déjà notre horizon c'est 2050, ça serait vachement bien. Nous on trouverait ça cool de se donner un peu comme horizon 2900 par exemple, ou je sais pas, 3050 par exemple, et de se dire tiens, en connaissance de cause, en s'informant, en se formant aux enjeux évidemment climatiques, biodiversité, que tout le monde connaît, c'est quoi le mode de société, le mode d'organisation, de vivre ensemble qui est encore viable dans 800 ans. Et je sais plus qui c'est qui disait, en fait c'est ça la low-tech, c'est fini, c'est rideau quoi. Un modèle de société, d'organisation de la vie collective, de la production, de la consommation, des usages, des rituels, etc. Pluriel, puisqu'évidemment il y en a plein de différents sur le globe, mais enviable et viable pour tous, évidemment, pas juste pour ceux qui restent dans la bulle avec de l'oxygène, et qui est encore là et qui continue de marcher sûrement en ayant d'autres formes, en ayant évolué, etc. Mais dans 800 ou 900 ans, c'est probablement quelque chose de plus low-tech que de quelque chose de high-tech, quoi. Bon, après, évidemment, si on considère qu'on peut se cryogéniser et revenir en 2800, ça permet, il y a des tricks, quoi, dans le jeu, mais voilà. En tout cas, voilà, ça nous paraît intéressant. Et un mini truc, c'est par exemple, on dit souvent qu'il faut, dans la low-tech, il faut réemployer, il faut utiliser des matériaux recyclables, etc. Nous, on se dit, en fait, pour que vraiment un objet dure dans le temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut qu'il soit recomposable en permanence, parce que les usages changent. Le vélo est encore un super exemple. Si on peut faire des vélos avec des anciens vélos, c'est parce que c'est à peu près standard, c'est à peu près la même mécanique, Par contre, on va pouvoir fabriquer un vélo plus adapté à son besoin à partir d'autres vélos. Donc ça veut dire que les vélos, en fait, là, on en a sûrement fabriqué largement assez, qu'on pourrait tourner pendant un moment sur des vélos. Évidemment, ça va pas nous empêcher ou nous prévenir d'avoir besoin de capes de frein un peu neufs, de freins un peu neufs, de pneus un peu neufs, etc. Donc de maintenir une forme d'industrie, mais qui n'est pas là pour nous servir clé en main des choses sur lesquelles on n'a plus aucune maîtrise, plutôt pour nous rendre plus capables de composer, recomposer, démonter, remonter des choses.
Et évidemment, c'est pas les tendances qu'on observe, obsolescence programmée, tout ça. On en parle beaucoup aujourd'hui dans le bâtiment. Penser des matériaux qui sont démontables, pas juste des matériaux qu'on peut monter et après, bon, bah tant pis, on casse, quoi. On a fait une enquête sur le réemploi dans le BTP, et il nous parlait des carreaux de céramique qui, jusque dans les années 70, étaient collés à la chaux, et en fait étaient démontables. Quand on voulait changer de carrelage, on filait le carrelage à quelqu'un d'autre, on mettait un autre, ou on le stockait, ou on le mettait dans la salle de bain, ou je sais pas quoi. Depuis les années 70, c'est fini, pour des questions d'économie, de coûts, de matière, et puis d'industrialisation, de standardisation. On est passé à des carreaux de ciment, qui sont collés au ciment. Donc évidemment, bah, pour l'enlever, il faut casser, quoi. Donc voilà, pour le côté durable. Et dernièrement, pour le côté accessible, ça aussi, c'est un mot un peu piège, parce que accessible, ça peut vouloir dire plein de trucs. Accessible, pour nous, au départ, c'était justement libre de droit, simple, appropriable par le plus grand nombre. En tout cas, par des collectifs partout. Et non pas restreint à un petit groupe de privilégiés qui ont, je sais pas moi, les diplômes, les labos, les brevets, etc. Accessible. Pour plein de gens, évidemment, c'est accessible économiquement. Pas que ce soit non plus en fait restreint à ceux qui ont de la thune et c'est tout. Mais nous, de plus en plus, on s'est rendu compte qu'un enjeu, c'était pas seulement de donner l'accès à de la low-tech pour tout le monde. C'était un peu comme tout à l'heure, j'en parlais avec l'atelier du futur Decathlon. C'est de permettre à chacun de participer, en fait, à concevoir son système, même si c'est un petit peu, mais de se l'approprier aussi dans sa phase de définition, de conception, de fabrication, d'installation, etc. Et du coup, de mieux l'utiliser, de mieux l'entretenir, de mieux le comprendre, de pouvoir capter ce qui se passe quand il y a un couac ou quoi. Donc voilà, donc peut-être un peu remuer ça, quoi. Utile, durable, accessible, est-ce qu'il ne faut pas un peu dépasser tout ça? Et pour terminer, parce que quand même, c'est déjà long, merci déjà pour l'attention. Pour terminer, donc, ces réflexions-là, ces apprentissages-là, sortis des enquêtes notamment du Low-Tech Lab, mais pas que, d'un certain nombre d'escales de nomades des mers, comme je le disais, les apprentissages de l'habitat low-tech, de beaucoup d'expériences des communautés aussi, nous ont donné envie d'expérimenter cette vision-là, un peu plus systémique, pour sortir des gros mots, un peu plus globale de la low-tech, sur nous-mêmes, comme on l'avait fait avec la Tiny ou le bateau. Sauf que expérimenter des trucs systémiques sur soi-même, il va falloir commencer à bosser avec d'autres, quoi. C'est un peu difficile tout seul. Donc on s'est dit, quelle est la bonne échelle, entre guillemets, pour tester ça? A priori, c'est l'échelle d'un territoire, d'un bassin de vie, où on est capable, en gros, de le parcourir à vélo, c'est un bon critère, dans la journée, sans s'épuiser, quoi. Et puis où, en fait, on peut du coup aussi avoir peut-être un peu tous les pans de nos vies qui sont représentés, autant l'agriculture, l'alimentation, que une forme d'industrie qui produit des matériaux, des matières premières ou des éléments standards pour qu'on puisse les utiliser, ou un tissu d'artisans, de PME, des collectivités, des assos, etc., etc. Et donc nous, on s'est motivé pour se dire, pour tester, apprendre en faisant, qu'est-ce que ça serait un territoire qui se met dans une démarche low-tech, qui se pose collectivement la question de ses besoins, qui se demande de comment il sera viable, enviable, vivable dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, qui s'adapte à ce qui arrive aussi, et comment est-ce qu'il est participatif, et comment est-ce que il répond de façon plus locale, plus robuste à ses besoins en énergie, en eau, en alimentation, mais aussi à ses besoins en culture, en éducation, etc., etc. Encore une fois, à sortir un peu de la pyramide de Maslow. Donc ce qu'on a mis en place, c'est une expérimentation sur 1 an et demi, avec 20 structures volontaires du territoire de l'agglomération de Concarneau. Donc pour vous donner une idée, c'est 70 000 habitants, 9 communes, avec évidemment la plus grosse, c'est Concarneau. Et les 20 structures, c'est autant des entreprises, des collectivités, des assos, des grosses, des petites, des gens qui sont... Il y a par exemple un collectif de maraîchers qui sont affiliés à l'atelier paysan depuis une dizaine d'années, donc la coopérative un peu emblématique de la démarche low-tech dans le milieu agricole, et qui sont vraiment déjà super bien low-tech. On ne va pas les aider à être plus low-tech que ce qu'ils font, voire même on va apprendre avec eux. Mais il y a aussi l'hôpital de Concarneau. Et l'hôpital de Concarneau, ils ne sont pas encore très très low-tech, donc là pour le coup il y a des choses à faire.
Bref, et donc depuis 6 mois, là, en gros, on a mis en place des thématiques ensemble, on s'est posé plein de questions, on explore des façons de faire plus low-tech dans leurs activités, dans leur quotidien, qui en fait, en premier lieu, changent leur façon de travailler, changent leur façon de réfléchir, changent leur ancrage dans le territoire, créent des liens qu'il n'y avait pas avant, entre des structures qui sont proches les unes des autres, qui sont sur le même secteur, ou qui sont sur le même quartier, ou des choses comme ça. Et puis surtout, il y a des thématiques un peu originales, il y a la culture. Comment est-ce qu'on fait émerger une culture low-tech sur le territoire de Concarneau? Donc là, il y a plein d'acteurs culturels qui ont monté ensemble la saison low-tech, avec tout un programme sur l'été. On a mis en place un petit site participatif pour chacun propose des choses, peut aussi faire venir des animateurs de la fresque des low-tech ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est, au bout d'un an, 1 an et demi, comme on a fait d'habitude ou avant sur les expérimentations, documenter ça, produire un certain nombre de contenus de vulgarisation, communiquant, raconter en fait cette histoire, et ensuite la diffuser le plus largement possible pour que d'autres territoires, peut-être le territoire de Nantes, se chauffent entre guillemets à s'inspirer de ça. C'est pas dire c'est un modèle à répliquer, une expérimentation, 20 structures et tout. Je pense même que c'est un peu beaucoup 20 structures. Mais se lance dans une démarche low-tech de territoire. Et pour conclure, je vous ai pas mal parlé d'autonomie. Il y a une définition de l'autonomie que j'aime bien, que je vous ai déjà donnée, c'était choisir ses dépendances. Donc en fait, c'est être interdépendant les uns les autres, mais accepter et le vouloir et pouvoir le choisir en connaissance de cause. Être interdépendant, ça ne veut pas du tout dire être dépendant seulement. Parce que, par exemple, on va être dépendant du prix de l'électricité d'EDF. Là, on n'a pas vraiment notre choix ou notre mot à dire. Par contre, quand on achète en direct, par exemple, ses légumes et ses fruits à un producteur, on peut lui dire mais c'est un peu dommage que tu fasses autant de choux-fleurs, quoi. Ça serait cool qu'il y ait un peu moins de choux-fleurs dans les paniers. Lui il est dépendant de nous pour vendre ses paniers, nous on est dépendant de lui pour manger. Il y a une espèce de relation d'interdépendance qui n'est pas asymétrique, quoi. Il y a un dialogue possible, il y a une proximité, etc. Donc ça c'est une définition de l'autonomie que je vous ai donnée. Une autre, c'est monter en autonomie. C'est relatif, on est plus ou moins autonome, on n'est pas autonome ou pas autonome. C'est dans tous les pans, se réapproprier encore une fois nos besoins, les savoirs et les savoir-faire qui permettent d'y répondre, et les ressources qui permettent de les mettre en œuvre. Et en fait, on a le sentiment que là, à l'échelle du territoire de l'agglomération de Concarneau, on se donne collectivement, sur des tout petits trucs pour l'instant, plus ou moins, en tout cas en fonction des groupes, des acteurs, etc., l'opportunité de questionner nos besoins, de se les réapproprier, de se réapproprier les pratiques, les savoirs, les savoir-faire, et même de les relocaliser, peut-être, qui permettent d'y répondre. Et puis, justement, de nourrir ou d'entretenir, de maintenir, voire de développer les ressources locales qui vont nous permettre de le faire pour plus de monde et plus loin à la suite de cette expérimentation. Voilà. Donc, c'était un peu ça que je voulais arriver à vous dire. Ça fait déjà 1 heure que je parle. Mais vous n'êtes pas trop partis. Enfin, il y en a 1 ou 2, je crois, mais je comprends. C'était prévu que je parle longtemps. Mais est-ce qu'on peut prendre ces 15 petites minutes pour des questions qui nous restent? Je suis vraiment pratique pour rattraper les avances. J'adore. Il y a des mecs qui sont chauds pour rattraper les retards. Et merci en tout cas pour votre attention. Merci. En vrai, si les micros marchent pas, je pense que chacun peut se lever, parler fort, on l'entendra. Dans une démarche low-tech. Il maîtrisera mieux la portée de sa voix. Trop bien. Eh ben, allons-y. Qui veut? On peut faire un jeu, c'est un gars, une fille, un gars, une fille, un gars, une fille. Ça peut être marrant. Merci. Bonjour Quentin. Bonjour. Donc Mewen de Brest, à partir de quand est-ce qu'on peut le refaire sur notre territoire? Excellente question, merci. On est en train d'anticiper le plus possible l'essaimage de l'expérimentation territoire low-tech. Et on en discute notamment avec la région, qui est notre principal partenaire Low-Tech Lab. J'en ai pas parlé, mais c'est intéressant de voir des acteurs politiques aussi, et des acteurs régionaux, avec une certaine échelle, qui s'intéressent à ces sujets. Et avec l'ADEME, qui est aussi l'autre principal partenaire du projet, de réfléchir à pouvoir proposer à d'autres territoires
Un des critères qui nous paraît important, parce qu'on sait bien que ça s'est pas passé à Concarneau par hasard, c'est parce qu'on était là depuis un petit moment, on a eu la Tiny qui a traîné un peu dans tous les quartiers de la ville, on a fait un gros festoche sur le port de Concarneau, donc il faudrait un des critères, ça va être d'avoir un acteur un peu déjà là, entre guillemets, et qui est capable d'animer cette expérimentation. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer ça à partir de 2024. Peut-être pas début 2024, mais évidemment, la Bretagne, ça prend Nantes pour nous. Non, c'est important de le dire quand même. L'autonomie territoriale, voilà, c'est un vrai sujet. Voilà, bah, ça répond à ta question. Et avec l'ADEME, on réfléchit à l'essaimage hors Bretagne. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que des territoires bretons qui s'intéressent à la low-tech. Je vois des porteurs de sujets low-tech à Bordeaux, à Grenoble, dans le public. Il y avait une autre question. Oui, merci pour la présentation. J'ai une question peut-être sur la méthodologie de l'expérimentation. Comment vous dialoguez avec 20 structures? Et la deuxième chose, est-ce qu'il y a une participation citoyenne dans l'expérimentation? Alors, comment on dialogue avec 20 structures? En termes de méthodo, on fonctionne avec des temps collectifs un peu réguliers, où on se rassemble à plus que 20, parce qu'il y a plusieurs représentants par structure, donc parfois on est 50, 60. Et on anime ces temps collectifs qui viennent rythmer un peu l'expérimentation pour chacun. Et après, les thématiques dont je parlais, là, énergie, mobilité, alimentation, culture, éducation, rassemblent des petits groupes qui se retrouvent, entre guillemets, indépendamment, qu'on anime aussi. Donc on est vraiment une espèce d'animateur, quoi, gentil animateur. Et voilà pour la méthodo. Donc c'est ni un truc individuel où on bosse avec chacun, entre guillemets, ni un truc où il bosse à 22, quoi. Enfin, à 20 structures. Et pour répondre à ta deuxième question, est-ce qu'il y a une participation citoyenne? On a fait des choix un peu, et on a misé sur le fait que finalement les 50-60 personnes qui étaient là représentaient aussi pas mal les citoyens du territoire. Et on les a forcés, par contre, à pas penser seulement en tant que structure, mais en tant qu'habitants, en tant qu'usagers du territoire, entre guillemets. Habitants, c'est bien. Et voilà, donc c'est vrai que par moment ça ressemble à une petite convention citoyenne, locale, de la low-tech, mais c'est peut-être plutôt la suite, ça. On verra quelle forme ça prend. Ouais, on peut prendre une troisième question. Pour l'instant, naturellement, ça fait garçon-fille, garçon-fils, voilà, c'est beau. Oui, bonjour, donc Cyril. Alors c'est peut-être plus une réflexion par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur... ça m'a fait penser quand on parlait des startups et donc la problématique de croissance, et ça m'a fait penser à mon expérience précédente d'une startup avec des investisseurs. Et justement, le terme investisseur, donc aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais en fait, je pense que c'est un public qui serait forcément adressé parce que, comme tu disais, pour la croissance, qu'est-ce qui les intéresse? C'est tout de suite leur montrer un business plan avec des récurrences, des rentrées d'argent. Alors, ils vont vous dire de développer des services inutiles, souvent, mais il faut le développer. En fait, dans la réflexion, c'est de se dire il y a peut-être quelque chose à faire avec ces investisseurs pour leur faire comprendre qu'il faut arrêter d'aller chercher des modèles économiques qui sont, des fois, à mon sens, un peu stupides. Et en plus, dans des valeurs, des fois, on n'a même pas envie d'y aller, mais on est obligé d'y aller parce que il y a un moment, pour créer sa boîte, on a besoin d'argent, on va voir des investisseurs, et puis ils arrivent, ils prennent part à la société, et ils nous emmènent dans des sens qui ne sont pas les vôtres, vos valeurs en tout cas. Voilà, c'est juste une réflexion, et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour justement l'avenir, aller les questionner, leur montrer c'est quoi aussi la low-tech, et en tout cas quand ils prennent part dans une société, qui réfléchissent aussi à ça. Merci pour la remarque. En mini-rebond, pour qu'on garde de la place pour d'autres questions, on a pas mal exploré la question du passage à l'échelle de la low-tech dans le bouquin dont parlait Jonathan, là, qu'on a coécrit avec Gauthier Roussil. Et en fait, on s'est dit, c'est marrant comment, vraiment, je pense, toutes et tous ici, premier truc auquel on pense quand on parle passage à l'échelle, c'est industrialisation. Voilà. Et en fait, c'est bizarre parce qu'il y a plein d'autres façons de passer des choses à l'échelle. L'atelier paysan dont je parlais, la coopérative agricole, là, eux, leur entre guillemets ambition, c'est de monter une sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire une caisse à laquelle on cotise tous et toutes, et qui est capable ensuite d'être gouvernée par des assemblées locales, de villages, de quartiers, de ce qu'on veut, qui rassemblent producteurs, restaurateurs,
cuisiniers dans les cantines, mangeurs, parents d'élèves, etc. Et qui se posent les questions, en fait, sur le territoire qu'on habite, qu'est-ce qu'on a envie de manger, qu'est-ce qu'on peut produire et qu'on peut manger, comment, qu'est-ce qu'on a envie de suivre comme pratique, entre guillemets, est-ce qu'on veut mettre du pesticide partout autour de chez nous ou pas. Et une fois qu'on s'est donné ces moyens-là, et en fait, planifier avec l'argent qu'on rassemble par ces caisses, peut-être des changements de trajectoire ou des conversions de modèles, notamment agricoles. Et puis de l'installation aussi, parce qu'en fait, à la fin, on a une carte vitale alimentaire et on a 150 balles par semaine à dépenser, même les enfants, ont 150 balles sur une carte sociale alimentaire, qui va en fait constituer vraiment un énorme moyen d'investissement, mais j'ai envie de dire démocratique, participatif, etc. Et qui, derrière, va ne pouvoir être dépensé qu'auprès des producteurs ou distributeurs, magasins de producteurs, etc., conventionnés. Même supermarché local, épicerie, j'en sais rien, mais conventionnés. Et en fait, ce modèle-là, il a déjà fait ses preuves. On a passé à l'échelle le système de santé entre 46 et 67, un truc comme ça, donc en 15-20 ans. Il n'y avait rien en sortie de la guerre. Et à la fin des années 60, début des années 70, le modèle français, le système de santé français, a été plébiscité dans le monde entier. Donc c'est une autre façon de passer quelque chose à l'échelle, avec les cursus de formation, des hôpitaux, enfin je veux dire des trucs qui sont quand même assez balèzes, avec l'argent qu'on a juste mis en commun dans des caisses pour le faire. Et à l'époque, après ça a été nationalisé, mais ces caisses étaient pilotées par les cotisants. C'est-à-dire que c'était nous, vous, eux, elles, qui étaient au CA, qui décidaient de où est-ce qu'on allait investir, pourquoi, qu'est-ce qu'on allait développer comme formation, comme cursus, comme pratique de santé. Donc voilà, donc c'est un mini-exemple là-dessus, mais vraiment je pense qu'il faut qu'on arrive à déconstruire aussi ça, que pour entre guillemets faire quelque chose aujourd'hui dans la vie, dans la société, il faut une entreprise commerciale à but lucratif. Je pense qu'il y a plein d'autres façons, et que c'est là qu'il faut innover en fait, plus que sur l'appli qui va sauver la planète. Il y avait une question là-bas. Ah, où après. Merci. J'ai aussi une question sur la méthodo et notamment le choix des acteurs que vous avez pris, parce que si j'ai bien compris, sur le territoire, ils sont multisecteurs. Il y a aussi une diversité, assos, entreprises, etc. Et du coup, c'est quoi qui les regroupe ensemble et qui va faire qu'ils vont se poser des questions démocratiques sur les mêmes sujets si ils sont dans des secteurs différents? Est-ce qu'il y a un enjeu commun, usage des sols par exemple, ou de quoi vous êtes parti? Alors, le principal critère, c'était être volontaire. Et nous, c'est un peu le pari aussi, c'est plutôt que de dire il faut absolument changer les pratiques de gens qui veulent pas changer leurs pratiques, ou qui peuvent pas changer leurs pratiques, c'est faire avec ceux qui sont motivés, qui ont du temps, qui ont des moyens. Et après, c'est raconter ces belles histoires pour changer un peu les représentations qu'on a de ce qui fait rêver, ce qui est une forme de réussite sociale, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de partir avec des volontaires, c'était le seul critère. Et après, en fait, on a travaillé ensemble, collectivement, à faire émerger des thèmes communs. Et c'était pas du tout les thèmes pressentis, parce que, pour être tout à fait honnête, la low-tech bénéficie ou maléficie, je crois que ça existe, d'un peu de clichés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est surtout l'énergie, l'habitat, etc. Et donc, plein de gens imaginaient en gros faire ce qu'on a fait sur la Tiny, l'habitat low-tech, dans leur bâtiment. Autant un hôpital que l'auberge de jeunesse, l'hôtel, etc. Et en fait, en réussissant à décaler un peu ce regard, à rouvrir un peu les perspectives, à prendre du recul par rapport à sa structure, à se repenser en tant qu'habitant, etc. En fait, finalement, l'hôpital travaille sur la logistique en commun avec les services de transport de l'agglo et un acteur de la filière marine. On a un port industriel à Concarneau qui repensent leur logistique et en fait ils veulent passer à la 100% logistique vélo parce que c'est des sites assez petits, enfin voilà, on est sur ces quelques centaines de mètres, il faut qu'on puisse transporter des trucs plus ou moins lourds de gauche et de droite, etc. Donc ils bossent là-dessus. Et par contre ça ne les empêche pas d'avoir lancé un projet de rénovation énergétique de l'hôpital, puisque leur facture était passée de, je sais plus, 900 000 euros à 1,5 million en 2 mois, quoi. Donc évidemment il y a des enjeux importants. Là on se dit c'est un cadre entre guillemets sécurisé d'expérimentation, c'est pour apprendre des choses ensemble, et voilà. Donc voilà, si ça répond à la question. Ce sera la dernière question parce qu'il va bientôt être 11h. C'est vrai qu'il y a une dame qui lève la main depuis le début là-bas. Peut-être qu'on peut en prendre 2 d'un coup et je fais vite, comme ça. Ouais.
c'est de ma faute. Merci. Moi, j'avais une question sur l'enquête dont vous avez parlé auprès des 10 entreprises, enfin acteurs économiques. Déjà, je voulais savoir s'il y avait des documents qui étaient disponibles de cette enquête. Et sinon, j'aurais bien aimé savoir ce qui a été commun à tous ces acteurs, comme Ah mince. Si quelqu'un peut répéter ce qu'elle dit. Très bonne question. Est-ce que tu veux poser une question que ça réponds en deux et j'enchaîne? Vas-y. Ouais. Je répéterai. Alors je répète la question et je fais vite, j'ai 2 minutes. C'est l'institutionnalisation de la low-tech, qu'est-ce qu'on en pense? Et comment faire en sorte que les milliards qui tombent sur l'innovation technologique aillent pas que sur l'innovation technologique. Alors, les enquêtes sont disponibles en ligne. Il y a une page du site web du Low-Tech Lab qui s'appelle Les enquêtes du Low-Tech Lab avec les 9 ou 10 enquêtes répertoriées, des vidéos, des podcasts, des articles. Le principal frein, très honnêtement, c'est un frein culturel, je pense. C'est déverrouiller des choses dans nos esprits, et j'espère qu'avec la conférence, j'ai fait un peu. Mais voilà, et je pense que autant d'exemples et d'histoires comme ça participent à réouvrir des possibles dans ce qu'on considère être la norme ou pas, désirable ou pas, etc. Mais vraiment, je pense que c'est un point commun. Et donc un sujet de travail, même pour ces acteurs-là, le volet culturel. Et dernier point, l'institutionnalisation, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est le lot de toute alternative qui ne veut pas être seulement une alternative, c'est de s'institutionnaliser. Après, je pense que pour pas, entre guillemets, se prendre les pieds dans le tapis et se foirer au passage ou perdre son sens, ça demande d'être un peu pensé, un peu confronté à d'autres expériences. Voilà, je parlais de la sécurité sociale de l'alimentation, je pense que c'est un exemple, mais il n'y a pas que ça, mais c'est des trucs intéressants. Et comment faire en sorte que l'argent aille à ça? Très honnêtement, j'ai pas de réponse. C'est pas facile. Nous, on travaille là depuis 4-5 ans avec l'ADEME, qui participe à mettre beaucoup d'argent sur le développement industriel, d'innovation, etc. Pour la transition, certes, mais c'est quand même beaucoup de leur poste de dépenses. Et là, on essaye de changer leurs pratiques, de penser aussi beaucoup plus par les territoires, parce que la low-tech, elle est différente partout. C'est pas quelque chose qu'on peut massifier comme ça. Et même de changer la façon de dépenser l'argent aussi, plutôt que de dire il faut que ce soit de l'aide à l'achat, à l'installation agréée, labellisée, machin, donc un truc fait pour les industriels. Peut-être qu'il faut que ce soit de l'aide à la formation, par exemple, que chacun et chacune en ait du temps et la disponibilité qui soit faite pour se former sur les enjeux, pour comprendre, pour un peu ce qu'on a fait pour la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. Voilà, mais c'est pas facile. Et si Nantes Métropole veut appuyer ce qu'on fait, avec plaisir, notamment avec l'ADEME Pays de la Loire, qui est aussi soutien du festival. Merci beaucoup. Il est 11h moins 10 secondes. Bravo. Merci Quentin pour la conférence. Du coup, on prend une demi-heure de temps de pause et d'échange. Et on revient après pour l'intérêt des low-tech pour les entreprises par Alan Fustek de Goodwill Management et Carlotech qui sont partenaires de l'événement. Merci, à tout à l'heure.